fait, mesdames et messieurs, avec Étienne Klein, là, le grand scientifique physicien à ma droite, là, j'ai un tout petit peu, je sais pas comment tu te sens. En fait, on va parler à Gaveau le premier mardi du mois de novembre, le 5 novembre, à 12h30. Avec Étienne, on va parler physique quantique. Tu es d'accord? Complètement d'accord, j'ai signé un contrat. Il a signé un contrat, on va parler physique quantique, mais tout ce que ça chamboule dans l'univers, parce que tu crois... personne ne sait ce que c'est finalement la physique quantique, si? Dans l'univers et dans nos cerveaux, surtout. Ah, mais tu crois que les gens, ils savent ce que c'est ou pas? J'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte, quoi. Plus ou moins. On va éclaircir tout ça. J'entends. Oh là, vous allez regretter. Hein. Ça va? Tranquille, tranquille. Là, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable pour vous. Là, vous pouvez dormir, je vous réveille, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, la dernière fois, c'était le 1er octobre, et c'était avec Nathalie Dessay. Alors, je suis curieuse de savoir s'il y a des personnes qui sont venues et qui reviennent. Oui. Non, mais c'est bien, il y a des nouveaux. Non, mais c'est super, il y a des nouveaux. Alors donc, vous êtes super téméraires parce que je suis sûre que vous avez hyper faim. Et quoi de mieux que cette nourriture? Alors là, c'est l'automne, donc je me suis dit, en automne, il faut quand même quelque chose qui nourrisse. Pour le thème. La physique quantique. J'adore le sujet, ça me passionne. J'adore. Alors, je voudrais un petit sondage. Oh non, c'est pas la peine que tu rallumes la salle, Quentin. Je vois les gens. Qui... n'a jamais entendu le mot... Non, je préfère pas les voir. Éteins, Quentin. Non, parce que j'ai peur des réponses. Qui n'a jamais entendu le mot physique quantique? Mais jamais. Attends, on est en 2019, quoi. On est en France, à Paris, en 2019. T'as jamais entendu le mot physique quantique? Jamais. Tu sais pas ce que c'est? Bon, ça, personne ne sait ce que c'est. Mais t'as jamais entendu le mot? Ah si! Ah bah alors! Qui? Tu vas voir. Qui l'a entendu, mais s'est dit, oulala, c'est pas pour moi. Ah, il y a quand même des gens qui pensent que c'est pour eux. C'est bien, c'est bien. Donc, qui? Alors, la grande question, j'adore. Qui a compris la physique quantique? Ah, il y en a qui hésitent. Hein. Faites gaffe, il y a un spécialiste, on va vérifier tout de suite. Hein. Qui n'a rien compris à la physique quantique? Alors, il y en a qui sont neutres, ils sont ni oui ni non. C'est bien, prenez pas de risque, hein? Enfin, alors, donc, on a quand même, comment dire, par rapport au thème, vous êtes au bon endroit et au bon moment.
Au niveau de l'espace-temps, c'est top. Non, parce que là, vous pourriez être, par exemple, je sais pas, moi, vous promener devant la Tour Eiffel, aucun intérêt pour la physique quantique. Ou bien vous pourriez revenir demain à Gavo, aucun intérêt pour la physique quantique. Donc vous êtes au bon endroit, au bon moment, bravo. Presque c'est quantique d'ailleurs, mais je ne vais pas le dire. Mesdames et messieurs, t'es prêt, Étienne? J'ai l'immensité en honneur et en joie d'accueillir le grand explicateur, le grand celui que tu vas comprendre. Il fait des émissions à la radio, il fait des livres, il fait des conférences, il a aussi un groupe de recherche au CSA, monsieur Étienne Klein. Oh là 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 là, tu fais comme tu veux, on t'assoit. Alors, en plus, je sais que quand je t'écoute, Étienne, moi je te regarde, mais j'arrive plus à t'écouter, donc il faut que je me concentre. Hein. Alors je m'assois. Est-ce que tu as soif maintenant ou pas? Non, ça va. Ça va maintenant? Est-ce que vous l'entendez, ça va? Alors on va commencer, Étienne. Non, parce qu'il faut que les gens... Vous connaissez Étienne quand même. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui viennent que pour toi, d'ailleurs. Non, je le sais. Est-ce que... Alors, juste par rapport à ton parcours, parce qu'Étienne, tu as tout... T'as compris la physique, quoi? On parlera peut-être de ça à la fin, peut-être. J'ai compris des choses. T'as compris des choses. Moi, j'aime l'humilité. Ah non, moi, j'aime l'humilité. Alors, comment ça t'est venu que toi, tout à coup, t'es devenu le grand philosophe de la physique quantique, le grand spécialiste au niveau... Comment ça... Petit, tu voulais faire pas ça? Maintenant, quand j'étais petit, je ne savais pas ce que c'était. Ben non. Mais Ça existait pourtant, t'es pas si âgé quand même. Quand j'ai eu 20 ans, oui, ça existait depuis presque un siècle. Pardon. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait un stage dans un grand laboratoire de physique qui est à Genève, qui s'appelle le CERN. Ah oui, on connaît. Et on a visité le tunnel qui contenait une machine, un accélérateur qui faisait 6 km de circonférence. Donc beaucoup moins que la machine actuelle qui en fait 27. 27, j'allais le dire. Voilà. Et il y avait des collisions de protons et d'antiprotons. Et un physicien nous a expliqué que cette machine permettait de réchauffer le vide quantique, alors ça m'a intéressé. Et surtout... De réchauffer le vide quantique. On était une quinzaine d'étudiants, et quand on est remonté à la surface, on a dû prendre un ascenseur. On était 15 dans l'ascenseur, et au moment où la porte allait se refermer, il y a un gros physicien danois qui est entré dans l'ascenseur. C'est pas gentil pour le Danemark, non, à chaque fois ils sont partis. C'est juste une vérité historique. Et l'alarme s'est allumée parce qu'il y avait une surcharge. Et donc on l'a tous regardé pour lui signifier que voilà, c'était à lui de partir plutôt qu'à nous. Et à ce moment-là, il a fait un truc qui m'a marqué et qui m'a décidé à devenir physicien. Il y avait quoi? Il a dit, en restant sur place, « When I say yes, then press ». Quand je dirais oui, vous appuyez sur le bouton. Et là, il a sauté en l'air. Quand il était en l'air, il a dit « yes ». On a appuyé sur le bouton et ça a permis à l'ascenseur de partir. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ça serait plus possible aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait des systèmes d'alarme qu'on pouvait comme ça détourner. Et je me suis dit, ces gens sont quand même des gens intéressants. Ah bah ouais, le mec il saute en l'air, il dit yes, bah, j'adore. Oh le pauvre, mais vous êtes arrivé à... Et c'est à combien sous le sol? Parce que 27 km, il est aussi loin que sous le sol que... Ah non, il est à 100 mètres sous terre en moyenne. 100 mètres, et celui de 6 km aussi était à 100 mètres. Oui. Non, alors, voilà, très bien. Non, mais très intéressant la sonnerie. Non, justement, j'allais en parler. C'est pas parce que c'est midi et demi qu'on laisse allumer. Genre, toi, c'est midi et demi, ça va. Alors donc, mais avant que tu rentres dans ce CERN de 6 km de diamètre, petit, par exemple, quand tu étais petit, gamin, tu jouais à quoi, par exemple? T'avais une attirance pour ça? Je faisais du vélo avec mes frères. Ouais, mais c'est pas... C'est décevant. J'étais intéressé par la physique, mais pas plus que ça, puisqu'en fait, j'aimais surtout les mathématiques. Voilà. On peut aimer les mathématiques. Et comme en physique, on écrit des équations, ça m'allait bien, mais en fait, mon grand truc, c'était les mathématiques. Et avec cette rencontre au CERN, plus la lecture d'un livre un peu plus tard, j'ai plongé dans la physique quantique, sans laquelle je ne serais pas devenu physicien. Autrement dit, si la physique était classique, je ne serais pas physicien. Ah, t'as vu un petit 1. Il y a quelqu'un qui s'est senti concerné, là. 1. Oui, mais je veux dire, t'avais... Petit... Mais je veux dire, quand on est, par exemple, toi, la dame, oui, avec le... Tu t'es coiffée ce matin? Oui, tu t'es coiffée. Oui, tu t'es coiffée. Non, mais... Par exemple, je veux dire, quand tu étais petite, tu voulais faire quelque chose, un métier. Tu voulais faire quoi? On s'en fout. Mais toi quand tu étais petite, tu voulais pas faire un métier, je sais pas moi, astronaute, boulanger
Non, en fait, j'avais pas d'idée. Moi, j'aimais bien les études. Ça c'est rare, hein, dis donc. Donc, je n'avais pas d'idée préconçue. Si on m'avait posé la question, j'aurais dit sans doute mathématicien. Ah, déjà. Ouais. Mais tes parents, ils sont pas matmathématiciens. Mon père était ingénieur. Ah bah oui, ça aide. Enfin, je veux dire, non, ça permet... non, ça ouvre. Il était même capable de démontrer que 1 est égal à 2. Ton père, Ouais. Non, c'est il vrai. le démontrait. Il l'a démontré, ouais. Il a dit, la démonstration est assez simple. Il disait, si 1 est égal à 2, alors je suis le pape. Le pape et moi, ça fait 2, donc 1 est égal à 2. Ah ouais, non mais t'imagines la nourriture, non mais t'imagines un peu à quoi t'as grandi avec... Bah là, je comprends que tu fasses ça, que ce soit totalement... Bah oui. Ah oui, on te dit ça pendant tout là. Bah oui, bah je comprends que tu as un doute. Ah oui, bah oui, non mais là... Moi je trouve que t'es absolument à ta place. Alors, donc t'aimais bien les maths. Et alors t'as fait quoi comme étude avant d'arriver au CERN à 20 ans? T'as fait quand même un truc un peu intéressant. J'étais étudiant à l'école centrale. Ah oui, c'est un truc important. Et c'est en découvrant le CERN que j'ai compris ce que je voulais faire. C'est ça. Ouais. Et t'avais pas un hobby, un truc, quand t'es... À part le vélo avec tes frères, t'avais quand même une occupation? Ça va? Vous ne voyez pas trop mon dos? Non, j'avais entendu parler j'avais entendu parler du monde des particules. Ah, quand même. Donc la physique quantique, c'est les particules. Mais bien sûr, comment elles alors, se comportent, comment elles interagissent. Et j'avais quand même un peu compris que la physique quantique, elle nous oblige à penser contre notre cerveau. Évidemment, on pense avec son cerveau. Mais la physique quantique nous oblige à admettre des lois qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, nous semblent absurdes. On va prendre un temps, il faut qu'il digère ça. Non, parce que là, on va attaquer le morceau quand même. Hein. Et dis-moi, tu manges du gluten? Oui. Tu manges du lactose? Oui. Un physicien quantique, il mange de tout, quoi. Oui. Bah, j'en sais rien en général, mais moi, de tout. Ok. On peut tout manger quand on est physicien quantique, c'est bien. On ne peut pas être physicien quantique. Comment ça? Non, on est physicien et on fait de la physique quantique. Mais on n'est pas quantique en tant que physicien. T'as soif? Oui, je vais boire. Non, il est déshydraté. Moi, je commence à me déshydrater sérieusement. Alors, donc, j'ai pris de l'eau à bulles, parce qu'avec Nathalie Dessay, j'avais pris de la tisane au thym. Je me dis, une chanteuse, il faut de la tisane. T'en veux plus ou ça va suffire au niveau quantique? Ça va aller. Ça va aller? Tu t'en veux? Alors, j'ai pris pour toi, c'est bête, mais pour toi, Étienne, j'ai pris de l'eau à bulles. Ça, c'est bien. Ben oui, parce que je me dis, il y a du gaz, donc c'est peut-être un peu quantique. Non, mais c'est surtout qu'il y a un détecteur qui a été inventé en 1952 et qui a été utilisé par les physiciens des particules pendant 20 ans, qui s'appelle la chambre à bulles. Bah, c'est incroyable. Ouais. Et c'est quoi? Chambre à bulles, c'est 2 mots qui évoquent la sieste, chambre et bullée. Mais en fait, pas du tout, c'est le contraire. Ça montre, grâce à des clichés en noir et blanc, les interactions que peuvent avoir les particules. Donc ça montre le monde microscopique sous forme photographique. Ça fait des photos des particules? Voilà, et le principe, ouais, ça fait des photos, des interactions. Et le principe, c'est celui de la cocotte minute. On prend un liquide, on le chauffe, mais on le maintient sous pression. Donc ça l'empêche de bouillir. Si on relâche la pression, il va rester dans un état métastable, il ne va pas se mettre à bouillir tout de suite. Et si une particule chargée le traverse, elle va créer des bulles, elle va entamer l'ébullition dans son sillage, et ça va créer des lignes arborescentes, curvilignes, qui sont les traces des particules dans la chambre à bulles. Et ça a été un détecteur très important qui a permis de faire des grandes découvertes en physique quantique, qui a été inventé par un Américain qui s'appelle Donald Glaser, qui était un peu alcoolique, il passait ses journées au bar, et se regardant pendant des heures son verre de bière et les bulles qui montaient, qu'il a eu l'idée. Heureusement qu'il n'a pas bu du vin, on n'aurait rien su de la physique quantique. Non, oui, exactement. Et il a eu le prix Nobel en 1960. Et ce qui est marrant, c'est que le bar dans lequel il avait ses habitudes s'appelait le Brown Jug, ce qui veut dire, ce qu'on peut traduire par la cruche brune. La cruche brune. Et je pense que pour les blondes qui sont dans la salle, cette appellation sonne comme un parfum de revanche. S'il y a des blondes encore, ça existe encore ou elles ont... Ah oui, il y en a une devant, oui. Non, mais c'est pas un défaut, ça te va bien. Hein. Donc les bulles aussi, là, c'est un peu quantique, tout ça. Donc tu manges de tout, ça c'est formidable. Est-ce que tu as un héros, juste comme ça, avant de passer à la physique, est-ce que tu as un héros? Un héros, genre... Un héros, quoi, une figure. Mais j'imagine que t'en as plein en physique. Non, mais il y a toujours eu les mêmes, depuis que je suis vraiment petit, il y avait Einstein dans ma chambre. C'est autre chose que Batman, tu vois. Ouais. Et il y avait Keith Richards. Ah,
Il y en a une, Frémy, hein, Keith Richards, c'est qui lui, Keith Richards? Bah, c'est le guitariste, c'est le seul guitariste vraiment important, celui des Rolling Stones. Oui, je le sais, ça va. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier par rapport à la fille? Enfin, qu'est-ce qu'il a de... Il est bon, en fait. Il est mieux que Paco de Lucia. Bah, les Stones, c'est un peu quantique, parce qu'ils sont 4 depuis longtemps, et quand ils jouent, il se passe quelque chose de plus que la somme des individualités qui constituent le groupe. Et ça a à voir avec l'intrication quantique dont on parlera tout à l'heure. On va parler tout à l'heure. Le plus, plutôt la somme, et plus le tout, la et totalité. Plus que la somme des parties. Voilà. J'adore cette phrase. Ah, moi, ça me fait rêver. Ça vous fait pas rêver? Toi, devant, comment t'appelles? Que je sais pas qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite. Comment t'appelles? Anne? Bon, écoute, ça te fait pas rêver quand t'entends ça? La somme est plus que la... Alors, donc... Alors, on va attaquer le gros morceau. Hein, ça va, pour le moment, c'est clair. Pour le moment, c'est clair. Accroche-toi. Hein? Parce qu'on va attaquer la physique quantique. Mais avant la physique quantique, il y a l'autre physique. Parce que la physique quantique, elle est apparue elle est apparue tout à coup comme ça dans les années 1920. 1920. Mais avant ça, il y avait une autre physique. Anne. Qui s'appelle la physique classique. C'est marrant, il n'y a que les dames qui réagissent. C'est incroyable. Les messieurs, ils ont tellement peur d'être pris pour des imbéciles qui se taisent. Il y a quelques femmes qui disent, oui, on peut dire ça, la physique classique ou newtonienne, c'est pareil. La physique d'avant, c'est-à-dire la physique... il y avait 2 piliers. Il y avait la physique de Newton, donc la mécanique plus... La physique de Newton, tu prends un truc, il tombe, quoi. Alors, ça, c'est la gravitation. Mais il a aussi fait la mécanique. Et puis à côté, pour l'électromagnétisme, la lumière, il y avait une théorie, il y a toujours... Maxwell. Les fameux cafés. Si, Maxwell, l'électromagnétisme. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que après avoir découvert l'atome, en 1906 à peu près... Ah, c'est si récent, l'atome. Ouais, l'idée d'atome est très vieille, mais la découverte... Mais comment ils avaient l'idée sans avoir la découverte? Les Grecs, ils avaient pensé à l'atome, ils avaient pensé à un objet insécable, qui a engendré plein de controverses pendant des millénaires. Et puis on a fini par trouver un objet qui s'appelle l'atome, mais qui n'a aucune des propriétés que les Grecs avaient imaginées. Ah oui, il ne faut pas exagérer. Donc ils se sont dit, les Grecs, bon, il y a un truc qu'ils vont trouver dans plusieurs millénaires, on leur donne le truc, après ils se débrouillent. Ouais. Donc l'atome des Grecs n'existe pas, et l'objet qu'on appelle l'atome, on avait été préalablement pensé par personne. Justement parce qu'il y a des propriétés que personne n'avait pu imaginer. Ah bah oui. Elles sont quantiques. Comment est-ce qu'un atome émet de la lumière? Comment est-ce qu'il capture de la lumière? Comment il se comporte? Il est composite, donc il n'est pas insécable, contrairement à ce que les Grecs avaient imaginé. Il y a un électron... Ou plusieurs... Attends, garde. Ouais, mais il y a beaucoup Donc de choses à dire. Newton, Maxwell, l'électromagnétisme, et Newton, la gravitation. Voilà. Ça va, c'est clair, la gravitation, tu prends un objet, il tombe, c'est la gravitation. Et ça ne marche pas pour l'atome, parce que si on prend l'atome le plus simple, qui est l'atome d'hydrogène... H2O? Non, ça c'est pas Non, lui. ça, H. H. Donc il y a un proton, tout seul, et puis un électron qui tourne autour. Si on prend les équations de Newton et de Maxwell ensemble, l'électron, il tourne en étant accéléré, puisqu'il a une trajectoire qui est curviligne, et les équations de Maxwell nous disent qu'il doit émettre de la lumière. Ce qu'on appelle lumière, c'est pas forcément la lumière. Hein. Si, c'est de la lumière. Si, c'est de la lumière. Si. C'est comme une voiture dans un virage, on entend ses pneus qui crissent. La façon qu'ont les électrons de crisser dans les virages, c'est d'émettre de la lumière. Mais s'ils émettent de la lumière, ils perdent de l'énergie. Ah oui. Et là, les équations de Newton nous disent que si l'électron perd de l'énergie, il va se rapprocher du noyau et finir par tomber dessus au bout d'un temps qui est très court. Ça veut dire que la physique classique nous dit que l'atome d'hydrogène, il est instable, il ne tient pas longtemps, contrairement à ce que l'expérience nous montre. Eh ben, rien ne tient alors avec le Newton, rien ne tient. Voilà, et donc il faut expliquer comment ça fait pour tenir, contrairement à ce que prédisent les équations de Newton. Et ça, c'est un des exemples de situations que la physique classique ne peut pas expliquer. Et pour expliquer cela et d'autres choses, des jeunes gens, dans les années 20, qui avaient entre 25 et 27 ans, ont élaboré une sorte de nouvelle physique. Pourquoi tout à coup ça leur a pris? Alors ça, c'est une bonne question. Ben oui, mais en général, elles seront bonnes, tu vas voir. Ah, mais c'est là... Non. Pourquoi ils avaient le même âge et pourquoi ils étaient si jeunes? Oui. En fait, ceux qui ont vu que la physique classique était en faillite, c'est des gens qui étaient nés au XIXe siècle, comme Einstein, comme Max Planck, comme Niels Bohr et d'autres. Et puis ceux qui vont élaborer la nouvelle physique sont venus un peu plus tard. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils ont le même âge, pourquoi ils sont tous nés entre 1900 et 1902. Heisenberg, Pauli,
Dirac, Majorana, Fermi, tous ces gens avaient le même âge. Et ils étaient très jeunes. Et une explication possible, c'est qu'en 1919, il y a eu une éclipse totale du Soleil, et on a pu vérifier une prédiction d'Einstein, sa nouvelle théorie de la gravitation, que la lumière est déviée par la matière. Et ça, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Les gens avaient envie d'apprendre des nouvelles choses, puisque l'ancien système avait mené à la barbarie. Et donc cette annonce, une découverte prédite par Einstein et vérifiée lors d'une éclipse, a fait la une des journaux dans le monde entier. Et tous ces jeunes gens, qui avaient 18 ans à l'époque, ou 19 ans, se sont intéressés à la relativité générale d'Einstein, se sont lancés dans la physique théorique. Ils ont quitté cette théorie parce que des problèmes se posaient avec l'atome. Les physiques théoriques, c'est la physique classique de Newton et tout ça. Ah non, 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 c'est la physique avec La des physique, équations. la physique, la physique, la Voilà, physique. avec des équations. Ils se sont intéressés à l'atome parce qu'il posait des problèmes. Et donc, ils ont été amenés par la physique, vers la physique par la théorie d'Einstein, et se sont mis à étudier l'atome parce qu'ils avaient une bonne formation et se rendaient compte qu'il y avait des problèmes nouveaux à résoudre. Mais tu crois pas que... Moi, j'ai un truc là-dessus, hein, je me permets d'avoir... Je peux avoir une petite théorie? Oui. Elle n'est pas mathématique, hein, vous effrayez pas. Non, parce que je me dis que, tu vois, avec Newton, il y avait un truc... Ça va, vous suivez? Tenez bon, tenez bon. Avec Newton, il y avait un truc un petit peu genre, c'est déterministe, c'est déterminé, c'est comme ça que ça se passe, ça peut pas être autrement, le temps est absolu, il peut pas bouger, la maman, papa, papa. C'est de l'anglais, cherchez pas. Il y a un truc un tout petit peu, c'est divin, quoi. C'est Dieu qui a créé ça. Alors j'imagine que quand tu te tapes la Première Guerre mondiale, tu dis, attends, Dieu, là, il était où, là? Et je comprends qu'ils aient envie de chercher autre chose. Je comprends qu'ils aient envie de remettre en question, les gars. Ouais, ça se tient parce que après. Évidemment, ça se tient. Ah ben attends, ça se tient pas, par contre. C'est la chute des corps. Voilà, gravitation, Newton, quand même. Ça coûte une blinde, hein, quand même, hein, le truc. Ouais. L'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. C'est bizarre parce que c'est tombé pendant le spectacle. T'entends ce qu'il a dit? Ça fait longtemps que t'entends pas ou c'est juste maintenant? Ah, tu parles... Moi? Lui, il parle trop vite, mais en même temps, il est passionnant. Là, qu'est-ce que t'as dit, là? L'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. C'est hors du spectacle. Et c'est marrant que ça tombe là, c'est ça qu'il a dit. Ouais. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit avant, quand même. Oui, ça va? Qu'est-ce que tu disais sur la chute des corps? Oui, donc c'est pas complètement idiot ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu cherches? Je regardais si mon micro était bien mis. Oui, la chute des corps. Alors où est-ce qu'on en était? Je suis complètement perdu. Ben, on en était que c'est pas étonnant, que c'est pas une mauvaise idée, que mon idée, qu'en général, elle est en fait mauvaise, que ces jeunes gens, après la Première Guerre mondiale, ils se sont dit, ras-le-bol la physique classique, si c'est pour nous conduire à cette boucherie, on va chercher autre chose. C'est ça que tu disais que c'est une bonne idée. Et c'est une bonne idée parce qu'après la Première Guerre mondiale, en effet, il y a eu, dans tous les secteurs scientifiques et artistiques, ce qu'on pourrait appeler une crise de la représentation. La peinture abstraite est née là, le surréalisme, la musique sérielle et la physique quantique. Incroyable. Qui représente les systèmes physiques d'une façon qui s'émancipe de leur réalité physique. C'est-à-dire qu'on va représenter les systèmes physiques dans un espace qui n'est pas l'espace dans lequel se déroulent les phénomènes. Il se passe où alors? Alors, l'idée fondamentale de la physique quantique, elle est très très simple. Écoute, ça c'est important. C'est le seul moment simple, c'est celui-là. Les gens disent la physique quantique c'est très compliqué. Non. En fait, le principe fondamental de la physique quantique est ultra simple. Par contre, c'est comment le comprendre, notamment comment comprendre ses implications, que là, les difficultés apparaissent. Le principe, c'est tout bête, il est basé sur l'addition. On va prendre comme particule typique l'électron. Tout le monde connaît. H. Mais non. Hein? H, c'est le proton. H1. Non? H', je sais pas, H quoi? H. H6? Non. Non, l'électron. Pour notre petit E, il a une charge électrique négative, il a une masse, oui. Il a ce qu'on appelle un spin, mais peu importe ce que c'est. Tous les électrons ont la même masse, Tous. la même charge électrique, le même spin. C'est ça qui les définit en tant qu'électrons. Mais ils ont aussi des propriétés qui peuvent varier d'un électron à l'autre. C'est-à-dire que tous les électrons n'ont pas la même de ces propriétés. Par exemple, la position. Un électron, il peut être ici, il peut être là, et on va appeler état de l'électron l'ensemble des propriétés qui peuvent varier d'un électron à l'autre. Et l'idée de base de la physique quantique, c'est que les états
de l'électron peuvent s'ajouter les uns aux autres. Autrement dit, on va les représenter par des entités, que je vais appeler A, B, C, qui obéissent à la propriété suivante. Si A est un état possible de l'électron, si B est un autre état possible de l'électron, alors A plus B est aussi un état possible de l'électron. Donc on a le droit de les ajouter. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. Voilà, c'est A plus B. Si A est possible, si B est possible, A plus B est possible. Alors pour ceux qui se souviennent de leur cours de terminale, des entités mathématiques qui peuvent s'ajouter entre elles tout en restant de même nature, c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Et donc il suffit de dire cette phrase pour qu'on représente les états des particules par des vecteurs. Et ces vecteurs, on va les appeler des vecteurs d'état. Et ils vont se déployer dans des espaces vectoriels qui peuvent être de dimension infinie. Et donc ils vont se déployer dans un espace qui n'est pas l'espace dans lequel se déroulent les expériences. Alors prenons... Espace où alors, si c'est pas dans l'espace? C'est ailleurs, on est ailleurs. Mais où? On fait des calculs ailleurs, et une fois que les calculs sont faits, on revient dans l'espace physique, on fait des expériences. Attends, dans tout ce que tu racontes, c'est de la mathématique, en fait. Oui. Ah, ça va, vous faites la différence? Mais c'est une mathématique qui pose des tas de questions compliquées, bien qu'elle soit basée sur un principe très simple. Donc je prends un électron, et je dis que A, c'est l'état de l'électron quand il est ici. Oui. À ma droite, à ce point-là. Un état, par exemple... Un électron dans l'état A, c'est un électron qui est à cette position. Maintenant, un électron dans l'état B, c'est un électron dans la position qui est celle-ci à ma gauche. Ce qui le définit en tant qu'état, c'est ce qui est en B. D'accord. Et la physique quantique vous dit, si A est un état possible de l'électron, il est ici. Si B est un état possible de l'électron, il est là. Alors A plus B est un état possible de l'électron. La question, c'est que veut dire A plus B? On allait y venir. Et voilà. Que veut dire A plus B? Alors vous allez vous dire, A c'est ça, B c'est ça, donc A plus B c'est la moyenne des deux, il est entre les deux. Oui. Non. Ou alors vous allez penser qu'il mélange les deux positions, il s'étale entre les deux. Il est un peu dans A, un peu dans B. Ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce que dit la physique quantique? Elle dit, quand l'électron est dans A plus B, il n'a pas de position. Il n'a pas de position. Il n'a pas de position, mais on peut quand même la mesurer. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous installez un détecteur capable de mesurer la position de l'électron? Et il se passe que l'électron, il va, une fois sur deux, trouver l'électron dans la position A, et une fois sur deux, dans la position Et une fois B. sur deux pile. Voilà. Et donc, après la mesure, l'état de l'électron, c'est plus A plus B. C'est soit B. Alors ça, c'est bizarre parce qu'à l'école, on apprend qu'une mesure, c'est une opération passive. Quand vous faites une mesure, vous enregistrez une propriété qui est objective et qui aurait la même valeur que celle que vous trouvez, même si vous ne faisiez pas la mesure. Oui. Moi, je dis oui, alors maintenant, je dis oui, maintenant. Et là, la mesure fait passer l'état du système de A plus B à soit B. Donc la mesure a changé l'état du système, alors qu'on apprend qu'une mesure ne fait qu'une opération de sténographie, elle enregistre une grandeur qui est déjà là, et la mesure, si elle est bien faite, ne perturbe pas le système, de sorte que la valeur mesurée était la valeur du système juste avant la mesure. Mais là, ça la change. Et là, vous voyez, c'est comme si on vous disait... après qu'on vous ait flashé avec votre voiture, vous êtes flashé à une vitesse qui dépasse la vitesse limite, si vous êtes quantique, vous pouvez dire aux gendarmes qui vous verbalisent, non, en fait, ma vitesse n'était pas déterminée avant d'être flashé, c'est le fait d'être flashé. C'est pas faux d'ailleurs. Vous pouvez vous en servir, c'est risqué avec le... Donc voilà, A plus B, la mesure fait que A plus B cesse d'être A plus B, ça devient soit A, soit B, c'est ce qu'on appelle en termes techniques... Tu peux le faire avec moi, vas-y. La réduction du paquet d'ondes. Ouais. J'adore la réduction du paquet d'ondes, j'adore cette expression. Il y a un paquet, et tout d'un coup, c'est plus un paquet, il y a une réduction, c'est une des deux possibilités, et voilà, parmi toutes celles qui étaient possibles, qui se réalisent. Donc la mesure actualise une des potentialités du système. Et quand vous êtes Albert Einstein et qu'on vous raconte ça, Einstein dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible parce qu'une mesure, justement, elle doit être objective et passive. Une mesure ne peut pas changer l'état du système. Elle ne fait que l'enregistrer.
Et donc Einstein se dit, mais si la mesure de la position de l'électron montre qu'il est dans A, alors que son état avant c'était A plus B, ça veut dire qu'en fait, si on a mesuré A, oui. c'est qu'avant la mesure, l'électron, il était déjà dans la position A. Oui. Or, la mécanique quantique nous dit non, c'était pas A, c'était A plus B. Et Einstein dit, il doit manquer des informations relatives à l'électron qui, si on les avait, nous permettraient de prédire avec une probabilité égale à 1 si on allait trouver A ou B lors de la mesure. Autrement dit, si on utilise des probabilités en mécanique quantique, une chance sur deux de trouver A, une chance sur deux de trouver B, c'est parce que nous avons une certaine méconnaissance des détails fins du système. Il nous manque des informations. Et si on avait ces informations, alors on pourrait prédire, comme chez Newton, avec un déterminisme absolu, la valeur de la position de l'électron que nous obtiendrions si nous faisions une mesure. Et donc il a introduit ce qu'on appelle des variables cachées. Einstein. Voilà. Il dit, voilà, il y a l'état de l'électron, c'est A plus B, mais il y a peut-être un autre paramètre qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il est caché. On va l'appeler lambda. Et ce paramètre lambda, il peut prendre deux valeurs, moins 1 ou plus 1. S'il vaut plus 1, alors c'est l'état A qui va se manifester. S'il vaut moins 1, c'est l'état B. Comme on ne connaît pas la valeur de lambda, non. On va raisonner en termes de probabilité, mais ces probabilités sont simplement la marque de notre ignorance de la valeur particulière du paramètre lambda. Même Einstein, il parlait d'ignorance, alors vous détendez-vous. Il y a eu toute une histoire, un débat avec Niels Bohr qui a duré très longtemps. Ah oui, Einstein, Dieu ne joue pas au dé, etc. Et ça a été un débat métaphysique, plutôt philosophique. C'est-à-dire que Einstein et Bohr n'étaient pas d'accord sur ce qu'on est en droit d'attendre d'une théorie physique. Einstein disait la théorie physique doit nous dire ce qui est. Oui. Voilà, elle est objective. Oui. Alors que Bohr disait non, une théorie physique, elle doit dire simplement notre interaction avec ce qui est. Et ça, cette interaction, la physique quantique le fait très bien, donc il n'y a pas à lui demander plus de choses que ce qu'elle fait déjà très bien. Einstein n'est pas d'accord, puisque si la mesure perturbe le système et modifie son état, c'est qu'on ne décrit pas le monde objectivement, mais on le déforme, on le transforme à mesure qu'on tente de le connaître. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que leurs points de vue qui étaient opposés, et qui étaient des points de vue philosophiquement opposés, ont pu être séparés, la question a pu être tranchée par une expérience de physique. Quantique. C'est-à-dire, voilà, on s'est rendu compte que selon qu'on croit aux variables cachées comme Einstein, ou selon qu'on n'y croit pas, les théories dans lesquelles on met des paramètres cachés ne vont pas donner les mêmes résultats que celles dans lesquelles on n'en met pas. Et donc, la physique quantique telle qu'elle est a pu être comparée à une autre physique dans laquelle on ajouterait des paramètres cachés. Et le résultat, et c'est ça qui a fait aussi que je suis devenu physicien, il a été publié en 1980 par une équipe française dirigée par Alain Aspect. Ça a fait, à l'époque, c'était un coup de tonnerre. Tous les journaux encore une éclipse, un coup de tonnerre, dis donc, le ciel, il y vole. Ça fait la une des journaux, je me souviens. C'était la découverte de ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique. Et c'était la preuve expérimentale qu'il n'existe pas de paramètres cachés. Autrement dit, on n'a pas le droit d'interpréter la mécanique quantique qui utilise des probabilités comme si ces probabilités étaient la marque de notre ignorance des détails fins du système. Je suis d'accord avec eux. Et donc, ça a été un choc énorme. Et tout ce qu'on entend dire aujourd'hui sur la cryptographie quantique, l'ordinateur quantique, etc., est lié à cette découverte de 1980. Par monsieur D'Espagna, qui était mon maître, avait prédit le résultat. Mais c'est pas lui qui a fait l'expérience. Et celui qui a fait l'expérience, c'est Alain Aspect. D'accord. Ça va une petite pause, peut-être? Non, ça va? Est-ce qu'il marche bien? Parce que j'ai apporté des noix, en fait. J'ai apporté des noix parce qu'en fait, ça ressemble à un cerveau. Alors, si vous êtes fatigué, je te balance des noix. Une noix, hop, voilà. Hop. Vous en voulez? Non, si vous avez faim, j'ai pas de casse-noix avec moi, par contre. Tu en veux? Hop, tiens, hop, voilà. Des noix, elles sont bio, Non, je crois que là, je crois que c'est une banane qu'il leur faut. Ils sont complètement morts, là. Non, mais on peut faire l'expérience. Dis-moi. Attends, moi j'ai envie d'écrire une équation, mais d'abord on fait une expérience. On fait l'expérience. Pour vous montrer la différence. Je prends deux cartes. Oui, deux cartes à jouer? Deux cartes à jouer, enfin plus même des cartes de couleur. Une qui est bleue, l'autre qui est verte. Je les mélange comme ça. Et sans regarder et sans qu'il y ait de témoin, j'en mets une dans une enveloppe
et l'autre dans une autre enveloppe. Ok. Ensuite, je donne une enveloppe à Paul. Dommage, Anne. Je donne l'autre enveloppe à Jules. Chacun va dans sa direction, ils se séparent dans l'espace. Et évidemment, quand Paul va ouvrir son enveloppe, il va voir par exemple que la carte contenue dans l'enveloppe est rouge. Alors qu'elle était bleue ou verte? J'ai dit bleu et vert? Oui. Non, mais c'est pas. Non, mais au niveau quantique, hein, ça peut devenir Ouais. rouge. Donc, en fait, j'ai superposé A plus B, mon discours, à un autre discours, Ah, d'accord. ce qui fait que mon propos est complètement quantique. Donc, c'est quoi les couleurs? Bleu et vert. Donc, il voit que la carte est bleue. Aussitôt, il sait que la carte dans l'enveloppe emportée par Jules, c'est quoi l'autre couleur? Vert. Vert. Et verte. D'accord? Donc, il a une information instantanée Oui, que c'est l'autre. sur la couleur de la carte qui peut être à des années-lumière de distance de sa propre position, sans qu'il y ait propagation d'une interaction. Il le sait parce que c'est l'un ou l'autre. Ok? Et d'ailleurs, Jules, il pourrait connaître la couleur de cette carte sans ouvrir son enveloppe. Il suffit qu'il téléphone à Paul pour lui dire quelle est la couleur de la carte que tu as obtenue, et par déduction, il saura que sa couleur, c'est l'autre couleur par rapport à celle de Paul. Oui. Ok? Pour le moment, c'est clair, hein? D'accord? Et en fait, c'est normal, tout ça est très normal, c'est que, en fait, la couleur de la carte, elle a été déterminée au moment où j'ai mis les cartes dans les enveloppes. C'est les conditions initiales qui ont fait que chaque enveloppe portait une carte dont la couleur était bien déterminée. Maintenant, si on est dans un monde quantique, Ah, si on est dans un monde quantique, en fait, la couleur de la carte de Paul, c'est la superposition au sens de A plus B d'une carte verte et d'une carte bleue. C'est A plus B. ça veut dire que la c'est pas la même somme des couleur. deux. D'accord? Oui. C'est la somme des deux. Et c'est pareil pour la carte emportée par Jules. Maintenant, si Paul ouvre son enveloppe, Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris, ça y est, je sais. Je te laisse dire. Ah, j'ai compris, ça y est. donc il veut mesurer la couleur de la carte qu'il a emportée dans son enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, il voit que la carte est verte. Donc avant, elle était bleue plus vert. Il ouvre, elle devient verte. Donc il y a une réduction du paquet d'ondes. Absolument. Attends. Et aussitôt, Aussitôt. sans qu'il y ait transport d'une information, la carte de Jules, qui était dans un état déterminé, dans un état superposé, A plus B aussi, va prendre l'autre couleur. Donc la mesure qui est faite là-bas va modifier l'état de la carte qui a des années-lumière de la position où s'est faite la mesure. C'est ça qu'on appelle l'intrication quantique, et c'est ça qui est mystérieux. Mais c'est mystérieux, mais Comme c'est une sorte toujours d'interaction mystérieux. à distance sans qu'il y ait propagation d'une information. C'est toujours mystérieux. Voilà. On se trompe Oui, pas. c'est-à-dire que, en fait, deux particules qui ont interagi, quelle que soit la distance qui les sépare, demeurent intriquées. Intriqué. D'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas les penser comme étant séparées l'une de l'autre par la distance qui les sépare. C'est comme deux jumeaux, il y en a un qui éternue, l'autre qui s'excuse, quoi. C'est pareil, quoi. Pas tout à fait. Non, mais je m'adapte au public de Gavot. Non, parce que dans le cas des jumeaux, Ouais. il y a une transformation, il y a plutôt un transport d'informations, par le fait que celui qui éternue Ah oui, il donne fait du l'information. bruit, il y a une information qui vient à Oui, l'autre, oui, qui du coup s'excuse. Là, non. Pardon. Je m'excuse. Donc on a bien avancé. En fait, par rapport à la matière, vous savez ce que c'est que la matière? Parce qu'on on va vite, hein. La matière est composée de... Anne? Non, je fais un petit topo, hein. Ok, la matière est composée de petits bouts de matière, composée même de très petits bouts de matière, composée de très petits... Alors là, la question, c'est est-ce qu'on va jusqu'à l'infini comme ça ou pas? Ben non, l'infiniment petit n'est pas infiniment petit. Les particules les plus petites qu'on connaisse, d'ailleurs la taille d'une particule en physique quantique, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas une taille intrinsèque. Mais peu importe, parce que les particules sont décrites par des champs, enfin bon, ce n'est pas des objets comme des corpuscules. Mais en gros, les quarks ou les électrons, qui sont les plus petites particules plus petites particules qu'on connaisse, ont une taille qui vaut à peu près 1/1000e de milliardième de mètre pour leur diamètre. 1 million... déjà, j'arrive pas à le dire, alors le penser, je te dis. 10 puissance moins 15 mètres. Ça, c'est 1 mètre. Ouais.
Donc dans ce mètre, on taille Des milliards 1 million de milliards de segments. Et la taille d'un quark, ça correspond à un segment. C'est ça. En fait, il paraît que c'est comme si tu gonfles une orange. Alors, tu vas me dire si c'est vrai. Hein. J'ai faim, je dois se prendre de l'orange. Tu gonfles une orange de la taille de la Terre, et ben c'est comme si le quark, tu vois, t'imagines une orange de la taille... T'imagines une orange de la taille de la Terre? Et ben en fait, c'est comme si le quark, ce serait un noyau de cerise. C'est vrai? Ouais, ça doit être ça, ouais, à peu près. Oui, on s'en fout, on s'en fout. Et alors, non mais il paraît que la distance, mais il y a un truc qui me fascine, c'est pourquoi ça me fascine la physique quantique, Caveau. C'est parce qu'en fait, de venir ici, enfin, d'ici jusqu'à l'infiniment loin dans l'univers, très loin dans l'univers, clac, 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 des galaxies, c'est aussi loin d'aller là-haut que d'aller à l'intérieur, c'est aussi loin, t'es d'accord, Étienne? Hein? Nous, on est un peu entre les deux, quoi. Ouais, on tient le milieu entre le rien et le tout, comme disait Blaise Pascal. Non, mais c'est bien un peu de... Non, c'est bien pour vous aussi, ça allège. On est le milieu entre le rien et le tout. Bah, ça dépend, il y en a qui sont des fois un peu plus dans le rien, quand même. Hein. Non. Mais Blaise Pascal, il a écrit une chose incroyable, d'ailleurs, sans le savoir, il parlait du vide quantique. Il a dit dans une correspondance qu'il a eue au moment de la querelle du vide. Oui, je la connais. En 1640, avec le Père Noël. Le Père Noël, c'est pas celui des sapins, c'était le révérend Père Noël, qui était le directeur de la Compagnie de Jésus. C'était un jésuite. Et comme tous les jésuites, ils ne croyaient pas à l'existence du vide. Et Blaise Pascal lui avait répondu, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Ça, c'est vrai. Et bien, dans cette phrase, si on remplace le mot vide par vide quantique, ça colle parfaitement. Le vide quantique, c'est un espace-temps dans lequel il y a toutes les potentialités de la matière qui sont déjà inscrites. Mais il est où, le vide quantique? Partout. Ouais. On est dedans. C'est un vide qui n'est pas vide, hein, il contient des particules. Mais en nous, il n'y en a pas du vide quantique. Si, il y en a plein. Mais c'est un vide plein. Il y a plein de vides, si j'ose dire. Il y a plein de vides pleins. Voilà. Je vous prendre des notes. Il y a plein de vides pleins. Voilà, hop, ça c'est réglé. Non, mais il y a un truc qu'il faut comprendre. Ah, il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y a un truc qui est fondamental. C'est justement sur cette histoire de mesure. Si vous prenez un objet classique, un objet que la physique classique peut décrire. Une banane, par exemple. Ou une noix. Tu préfères une noix? Oui, je préfère une noix. Oui. Une noix, c'est un objet, bon, si on imagine que la noix est toute petite, c'est ce qu'on appelle un corpuscule. Et un corpuscule, c'est un objet matériel qui a une trajectoire bien définie dans l'espace. Si je la lance... Vas-y, tu peux lancer, lance. Non. D'abord, je la garde un peu, après je la lance. En tout point de la trajectoire, je peux définir une position précise pour la noix et une vitesse précise. Oui. En tout point, elle a une position et une vitesse bien déterminées. Et je peux les mesurer sans modifier la trajectoire. Et l'ordre dans lequel je fais la mesure n'a aucune importance. Si je mesure d'abord la vitesse, puis la position, j'obtiens les mêmes résultats que si je mesure d'abord la position, puis la vitesse. La noix. Voilà. Donc si j'appelle, par exemple, grand A, l'opération qui consiste à mesurer la position, et si j'appelle grand B, l'opération qui consiste à mesurer la vitesse, l'ordre dans lequel je fais la mesure est sans importance. Autrement dit, AB est égal à BA. Je peux commuter l'ordre des termes, puisque je peux faire les deux mesures en question dans l'ordre que je veux, sans que ça ait de conséquences sur le résultat obtenu. Avec une particule quantique, qui n'est pas un corpuscule, Bah oui, c'est une particule. une particule n'est pas un corpuscule, l'ordre va être déterminant. C'est-à-dire si je mesure d'abord la vitesse, puis la position, je n'aurai pas le même résultat que si je mesure d'abord la position, puis la vitesse. Pourquoi? Parce que la mesure va modifier l'état du système. Et puis la deuxième mesure va encore le modifier. Et l'ordre dans lequel je fais les opérations va déterminer le résultat final. Donc en physique quantique, AB n'est pas égal à BA. C'est ce qu'on D'accord, appelle, hein. c'est ce qu'on appelle dans le jargon la non-commutativité des observables. Et un physicien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul Dirac, a démontré en 1928 que c'est cette propriété de non-commutativité qui fait que la physique quantique ne pourra jamais être ramenée à la physique classique. La grande différence entre les deux, c'est cette histoire. Alors, Ça va? Ça va? ça doit vous faire penser à quelque chose. Je sais pas. Ça vous fait penser à quoi quand je Oui. dis AB n'est pas égal à BA? À quoi?
À qui? Ah oui, ça fait penser à Alain Cohn, en effet. Et ça fait... Frimeuse! Ça fait penser à Alain Cohn. D'ailleurs, j'ai une histoire à raconter avec Alain Cohn. Oui, vas-y, raconte. Mais après, ça fait penser aux anagrammes. Aux anagrammes. Les anagrammes, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous changez la position des lettres dans un mot ou dans une phrase. Oui. Là, vous obtenez d'autres mots, d'autres phrases qui ont d'autres sens. Oui. Autrement dit, dans le langage, les lettres ont des positions qui ne commutent pas entre elles, puisque quand vous changez l'ordre des lettres, vous changez le mot. OK? Et donc, la physique quantique, elle est à la physique classique ce que les anagrammes sont au langage. C'est-à-dire que c'est basé sur la non-commutativité. AB n'est pas égal à BA. Et un jour, justement, je dînais avec Alain Cohn, et lui a travaillé sur les géométries non commutatives. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà remarqué le lien entre ta géométrie non commutative et les anagrammes? Et non, il ne l'avait jamais fait. Et pendant son exposé, il avait parlé du boson de Higgs. Ah, le fameux boson. On n'a même pas parlé des particules élémentaires, ça va trop vite. Ben oui, boson, mais on va en parler. Le boson de Higgs. Vous savez qui c'est? En fait, c'est une particule qui est apparue dans l'univers primordial. Et avant qu'elle apparaisse, les particules élémentaires avaient une masse nulle. Et dès que cette particule est apparue, il y a un champ qui s'est installé avec lequel les particules de masse nulle se sont mis à interagir. Et c'est cette interaction qui leur a donné leur masse. Donc avant, les particules étaient sans masse, donc elles n'avaient pas de temps propre. Puisque pour avoir un temps propre d'après Einstein, il faut une masse non nulle. T'as vu ça? Et puis tout d'un coup, j'adore. La masse apparaît, donc le temps propre des particules se manifeste. Ça veut dire qu'avant, les particules étaient des sortes d'anges sans matérialité. Là, vous allez comprendre avec cette... Et tout d'un coup, ça devient des horloges. Ah oui. Et je dis à Alain Cohn, le boson de Higgs. Le vrai nom du boson de Higgs, c'est le boson scalaire de Higgs. Et l'anagramme de cette phrase, le boson scalaire de Higgs, c'est l'horloge des anges ici-bas. Mais il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça pareil. Il s'est levé comme ça. Après, il est parti en... Je sais pas, il est parti... En dépression. Et, non, non. Ah oui, ouais. Non, non. Il est parti, il a quitté Ajaccio où nous étions, il a pris un avion pour Venise. Et quelques mois plus tard, il a publié un ouvrage qui s'appelle Le théâtre quantique, dont le sous-titre est L'horloge des anges ici-bas. T'as un petit droit d'auteur là-dessus quand même? Alors, il le remercie dans le livre. Un remerciement. Et puis surtout, le boson de Higgs, il porte le nom d'un physicien, Peter Higgs, et ça se fait pas trop parce que les autres particules ne portent pas de nom de physicien. Ben non, d'ailleurs j'avais tous les listes, j'ai des muons, des gluons, des Ouais. nuons. On s'en fout? Des fermions, des bosons, etc. Mais on ne donne pas le nom d'un physicien à une particule. Et pourquoi on lui a Et en donné fait, il y en a trois qui ont eu la même idée, Peter Higgs, et puis deux autres qui s'appellent François Englert et Robert Brood. Et François Brood? Englert, ouais, Brood. boson de Brood, c'est moins bien. Non. Et alors François Englert, qui est belge, il voulait que cette particule s'appelle le boson scalaire. Parce que c'est une particule scalaire. Scalaire, ça veut dire? Scalaire décrite par un nombre simple, un nombre Aucun. scalaire, un nombre réel. D'accord. Donc c'est un champ très simple. D'accord, on s'en fout. Ouais. Boson scalaire. Donc il a fait la tournée des laboratoires avant le prix Nobel, parce qu'il savait qu'il l'aurait, pour dire qu'il faut l'appeler le boson scalaire. Et on lui a fait remarquer que ce n'était pas une très bonne idée, parce que l'anagramme du boson scalaire, le boson scalaire, ça donne bière sans alcool. Alors il est belge, il dit, bah, pour un belge, c'est pas possible. Et, voilà. Non, mais ils sont un petit peu... Non, ils sont fantastiques, ils sont fantasques. Hein, Mais les causeries des masses, il y a une anagramme marrante. Ah, tu peux le dire? Les causeries des masses, ça fait maladie crémeuse. Maladie crémeuse. Il y a autre chose aussi, d'ailleurs, ça fait... ça donne une certaine promotion, d'ailleurs, à cette petite manifestation. Oui. Les causeries des masses, ça fait les académies mûres. Là, Ouais, académie mûre, c'est presque un pléonasme, hein, parce que c'est quand même des gens très mûrs. moi j'aime bien Académie Mûre, je préfère ton truc crémeux là. Mais c'est dommage parce que j'avais un paperboard pour écrire une équation, mais on s'en fout alors. Moi, Tu l'as sur toi? Ouais, l'équation de Schrödinger. Pourquoi tu la portes sur toi? T'as peur de... Bah c'est un pense-bête.
Pour les autres, parce que toi tu le connais. Attends, je peux écrire quand même l'équation de Schrödinger, Oui. juste parce que j'ai acheté un paperboard exprès. D'accord. Et quelqu'un veut ça? On peut le signer avec Étienne si vous voulez, ça peut coûter. Tu le veux, Anne? Ok, je le signe. Tu veux que je te le signe? Voilà, voilà. Voilà. Bon, alors. Non, je l'écris, d'accord? Équation de Schrödinger, je l'adore. Par contre, je sais pas, j'ai rien compris, j'ai appris par cœur. Moins H bar petit 2 sur 2m multiplié par delta psi. Psi, ça n'a rien à voir avec les psys. Enfin, heureusement, non. Il y a des psys dans la salle. Delta psi, ça c'est psi plus V psi. Voilà. Mais ça, c'est pas une équation. Mais il manque un égal. Égal. L'un égale. C'est quoi que je dois dire un mot ou un truc facile avec un X ou... Non, je vais l'écrire. Vas-y. Moi, si je peux me permettre, un grand V. Oui. Non, mais c'est midi, hein, c'est pour ça. Je suis Et là, c'est I, H bar, des psi sur des T. Voilà. Ah, c'est pas fini? Et si, c'est fini. I, H bar... Ça, c'est l'équation de Schrödinger qui dépend du temps. Ah, voilà, c'est ça. Donc Ils sont complètement largués, j'adore. Vous êtes adorable, hein? ça, c'est l'équivalent chez Newton de 1/2 de mv2. D'accord. Donc c'est l'équation, c'est l'énergie cinétique. Ah, ça, c'est l'énergie cinétique. Ça veut dire Ça, l'énergie qui bouge quand il y a du mouvement. Ça, c'est l'énergie potentielle, et ça, c'est l'énergie totale. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, comme chez Newton. Regarde-les si tu me regardes. Ce qui veut dire que cette équation de Schrödinger n'est pas relativiste. Je sais pas si j'ai bien fait. Donc elle ne marche que pour les particules qui vont pas trop vite par rapport à la vitesse de la lumière. Il y a des particules qui vont moins vite que la vitesse de la lumière. Il n'y a que l'électron qui va aller... La vitesse de la lumière, Anne 300 000 km par seconde. Ah bah ça a autre chose, ça a une autre gueule que le grand TGV. Hein. Tu seras habillé. Non mais peu importe. Disons que l'équation de Schrödinger, elle sert pour calculer par exemple les énergies de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Ah ça c'est important. Parce que l'électron qui tourne autour du proton, il tourne à 1000 km par heure. il ne va pas trop vite, il va à 1/100 de la vitesse de la lumière, donc on peut négliger les effets de relativité. Et cette équation fonctionne. Par contre, si on prend une particule du rayonnement cosmique qui va quasiment à la vitesse de la lumière, ça c'est faux. Il faut prendre l'équation de Dirac. Et tu la connais par cœur? Bon, Elle est sur ton veston aussi ou pas? Non. Mais elle est plus courte. Vas-y, prends le papier, je l'ai acheté, prends-le. T'es gaucher en vrai? Ouais, Paraît que les gauchers sont un peu plus intelligents. il paraît. Il paraît. Zéro, c'est qui? C'est 0. Voilà, ça c'est l'équation de Dirac qui a permis de prédire l'antimatière. Il y a aussi de l'antimatière, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu voir. Mais est-ce que vous comprenez? Alors attends, je vais vous dire une phrase, ça va vous détendre tout de suite. On a encore quelques minutes. Tout ce que je dis doit être interprété. Tu bouges parce que quand même, il est tout neuf. Hein, on va pas le... Tout ce que je dis doit être interprété, non comme une affirmation, mais comme une question. J'adore. Ouais, c'est un physicien qui a dit ça, un beurre. C'est Niels Bohr. Beurre. Non, pas beurre. Bah, de crème, alors beurre. Hein. Non. Non, mais il disait aussi à la fin de ses cours à ses étudiants, parce qu'il enseignait la physique quantique à Copenhague. Avec le... Oh, les Danois. Avec le... C'est vrai, c'est peut-être celui-là. Bah oui, ça se trouve. Et il disait, si vous m'avez compris, c'est que j'ai pas été clair. Est-ce que vous avez compris, Étienne? Rien. Ben, c'est que j'ai été clair. Attends, je peux vous dire une autre phrase encore? Est-ce que ça peut vous aider à comprendre de rien que c'est normal que t'as rien compris? La formule, tu vas me dire, est-ce que tu vas deviner qui c'est? La formule mathématique de la théorie des quanta, donc c'est la physique quantique, ne peut être interprétée en fonction de nos notions intuitives d'espace et de temps et de cause à effet. C'est qui? Ça peut être n'importe qui, mais en l'occurrence, ça doit être Hawking. Il est plus vieux que lui. Mais il est mort aussi. Plus vieux que Hawking? Bah, Heisenberg, il est plus vieux. Heisenberg. Ah, c'est Heisenberg.
Ouais, n'importe quel physicien quantique peut dire ça. Ben oui, parce que c'était un physicien quantique qui l'a dit, là, forcément. Ah non, je voudrais un autre information. Tu veux encore une autre ou pas? Ou vous en fichez? Encore une, j'adore. Bon, ça c'était sur Newton, mais Newton c'est trop vieux, c'est fini. On ne parle pas de la théorie des cordes, la théorie de champ, la corrélation quantique, l'effet tunnel, c'est dommage, c'est tellement intéressant. Ça c'est fait. L'électron ne semble exister en tant qu'objet réel que lorsque nous l'observons. Ça c'est vrai, c'est ce que tu as dit. Ça doit être mort, non? Bah, c'est un Américain qui a le nom d'un ketchup. Heinz Pagels. Ah ouais. Ouais, en même temps, t'as raison, ils ont tous dit ça. Hein. Je peux en finir une dernière ou vous en avez marre? Oui, il y en a qui aiment ça, hein, ils sont complètement masochistes. Alors, selon l'approche, ça c'est celui que je t'ai... il y a des écharpes dans ce plancher. Il y a peut-être le tétanos là-dedans, je te signale. Hein. Selon l'approche classique du monde, la révélation de la physique quantique réside en ceci que la réalité objective, présentée par nous comme si évidente, c'est-à-dire une réalité indépendante de nous comme observateurs, on est d'accord, hein, Étienne? Tu peux enlever ton doigt, ça m'intimide. N'existe pas rigoureusement parlant. Les lois de la nature, nous apprend la théorie quantique, ne sont pas des lois statistiques. Elles déterminent... Ah, c'est l'heure. C'est l'heure parce qu'il faut qu'on se quitte. Mais je finis uniquement pour moi. Elle détermine seulement des probabilités par un grand nombre d'événements futurs possibles. En fait, la physique quantique, c'est la physique, on s'est compris, de l'infiniment petit, de tout ce qu'est la particule à l'intérieur, le petit, et ça a des lois complètement dingues, qui n'ont rien à voir avec le stylo qui tombe, ça n'a rien à voir, et c'est-à-dire que tous, la matière, on a l'impression que c'est solide, mais en fait, on ne sait pas, c'est dingue. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dingue. D'ailleurs, Niels Bohr, quand on lui apportait quand ces jeunes étudiants lui apportaient des nouveaux calculs, des nouvelles hypothèses, il les refusait en leur disant « c'est pas assez dingue ». Ah, j'adore. Ça fait du bien, non? Alors, une question quand même avant qu'on se quitte. Est-ce que la physique quantique, pour toi, ça a changé quelque chose de... Quel est ton rapport au monde? Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas rien, je veux dire, d'approcher la bête. Je parle pas de toi, hein, je parle de la physique quantique. Hein. Je veux dire, c'est quand même... Comme je l'ai dit, c'est une physique qui heurte nos préjugés, nos intuitions, qui dit des choses qui, lorsqu'on les entend, nous semblent absurdes. Mais déjà, la physique classique, elle faisait ça. Quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse », il dit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on observe. Parce que nous, on voit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc d'emblée, la physique est une science dont les énoncés contredisent les observations. Mais avec la physique quantique, c'est évidemment encore pire. C'est festival. Et c'est ça qui est fascinant. Oui. Mais en même temps, elle nous réconcilie par le fait que notre esprit, notre cerveau, il est souvent dans un état quantique. On est souvent dans des états superposés. On est dans A plus B. On envisage des possibles. Et prendre une décision, c'est faire une réduction du paquet d'ondes. C'est passer de A plus B à soit A, soit B. Prendre des décisions, c'est trancher. C'est ça, c'est en même temps dans le cerveau. Ouais. Et la question, c'est est-ce que ça se fait au hasard ou est-ce que c'est notre libre arbitre qui intervient? Là, je pense que vous pouvez partir avec ça. C'est pas mal, hein. Merci. Alors, est-ce que... Attends, je vais faire un applaudissement. Merci. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu as un livre, un petit peu de business, est-ce que tu as un livre qui est sorti? T'en as plein, toi? Non, il vient de sortir, là, il s'appelle « Ce qui est sans être tout à fait ». C'est un essai sur le vide. Le vide quantique notamment, mais pas seulement. Ah, moi, ça m'intéresse. Et ça reprend le questionnement des Grecs, et comment les questions des Grecs sur le vide sont en partie tranchées par la physique d'aujourd'hui. Et ce qui est sans être tout à fait a pour anagramme « casse-tête antique tout frais ». Ah bah il y en a un qui est là, dis donc. Voilà. Business. Merci, tu veux qu'il te le signe en fait, c'est ça quoi. Non mais je le garde. Et alors aussi, ce qui va se passer, c'est qu'en fait là vous allez vous en aller, mais avec votre ticket, vous pouvez revenir, votre billet, vous pouvez revenir la prochaine fois le 3 décembre, ce sera une causerie avec Juliette, la chanteuse, on va parler chansons françaises. Vous gardez votre ticket d'aujourd'hui et vous avez droit à une invitation si vous achetez une place. Ah ouais, quand même, hein. Bon, voilà, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, le 3 décembre, ça sera avec Juliette. Le 27...
Le 3 juillet. Ah, mais c'est Juliette, ça fait juillet. C'est quantique ton machin, ça me trouble, hein. Ça doit être ton polo, là, ça me... Le 3 décembre, c'est avec Juliette. Le 7 janvier ou le 5 janvier, le premier mardi de janvier, c'est avec Anne Kefelec. Tu es là, Anne? Oui, elle est là toujours, la belle Anne, merci. On va parler piano, donc voilà. Vous continuez avec... Vous pouvez même acheter les places maintenant en sortant déjà, comme ça vous êtes sûr d'être là. Non, parce que vous engagez dans l'avenir, comme ça, c'est quantique. C'est ça, non? Vous pouvez vous poser un acte, voilà. Et puis donc, je vous souhaite un bon appétit. L'italien est très bon, le restaurant, le gars, je sais pas. Et aussi un livre que j'ai écrit, donc je le vends, voilà, ça va vous faire un petit peu de business, voilà. Et tu veux signer vraiment pour la dame, là? Ben, volontiers. Oh là là. Il y en a d'autres qui ont venu avec des livres? Non? Bon ben voilà, merci beaucoup, bon appétit, à la prochaine, merci Étienne, merci.